Bonjour. Voici la deuxième partie des podcasts portant sur Robert Kennedy Jr., RFK Jr., si vous préférez. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à consulter la première partie de ces podcasts. Vous trouverez l'épisode sur notre chaîne YouTube et ce faisant, profitez donc de l'occasion pour cliquer sur j'aime et vous abonner. Ça nous aide, ça nous donne un bon coup de pouce. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux nous faire connaître à de nouveaux visionneurs. La victoire de Donald Trump en 2024 et la recomposition politique qui s'ensuit ouvrent à Kennedy l'accès aux plus hautes fonctions de la santé américaine. Après le retrait de sa candidature indépendante et son ralliement spectaculaire à Donald Trump, celui-ci le nomme secrétaire au Department of Health and Human Services. C'est l'équivalent du ministre de la Santé ici. Ça chapeaute des tas de trucs. Le CDC, ou le Center for Disease Control, la FDA, qui est la Food and Drug Administration, le NIH, qui est le National Institute of Health, ainsi que les programmes Medicare et Medicaid. Tout ça pour dire, il chapeaute un budget de 1,7 trillion de dollars. Sa confirmation au Sénat est acquise de justesse. Elle est marquée par une vive controverse. Aucun démocrate ne le soutient et même certains républicains expriment leur inquiétude face à son historique de désinformation médicale et à ses prises de position contre les vaccins. Malgré des déclarations de façade assurant qu'il respectera les données scientifiques et qu'il n'est pas anti-vaccin, les organisations médicales et des membres de sa propre famille, comme Caroline Kennedy, le jugent inapte à diriger la politique de santé aux États-Unis. Une fois en fonction, vous comprendrez que ça n'a pas freiné Trump, Kennedy entreprend une vaste reconfiguration des agences sous la tutelle du HHS qui se traduit par une réduction significative des effectifs, notamment au CDC et à la FDA. Il justifie ces purges au nom de la lutte contre la corruption et de la capture réglementaire qualifiant le CDC de plus corrompu des agences de santé et reprochant à ses équipes la gestion de la pandémie de COVID-19, en particulier les fermetures d'écoles et l'obligation du port du masque. Cette stratégie s'accompagne d'un projet de réorganisation interne du HHS décrit comme absurde par les associations de santé publique qui dénoncent la dilution des compétences et l'affaiblissement des capacités de réponse rapide aux menaces sanitaires. Plusieurs hauts responsables du CDC, dont la directrice Suzanne Monares, sont congédiés ou poussés à la démission après avoir refusé de cautionner des changements présentés comme guidés par la science, mais contestés par la majorité des experts. L'une des décisions les plus structurantes de Kennedy concerne le système de gouvernance des politiques vaccinales, notamment par l'Advisory Committee on Immunization Practices, ou si vous préférez l'ACIP. L'ACIP dépend du Center for Disease Control. En remplaçant les membres habituels nommés selon des procédures exigeant indépendance et expertise par des conseillers proches du mouvement anti-vaccin, il rompt avec des décennies de pratiques visant à protéger ces communautés des pressions politiques. Parallèlement, il interdit à certaines grandes sociétés scientifiques de jouer leur rôle consultatif auprès de l'ACIP, prétextant leur billet en faveur de l'industrie pharmaceutique, ce qui réduit encore les contre-pouvoirs internes. Parallèlement, il interdit à certaines grandes sociétés scientifiques de jouer leur rôle consultatif auprès de l'ACIP, prétextant leur billet en faveur de l'industrie pharmaceutique, ce qui réduit encore les contre-pouvoirs internes. On entend plusieurs membres démis de leurs fonctions prévenir contre ce démembrement systémique du système de recommandation vaccinale, qui risque de politiser chaque ajustement du calendrier vaccinal. Au-delà du périmètre strict des vaccins, Kennedy réduit fortement le financement de la santé publique au niveau des États et des comtés en récupérant près de 11 milliards de dollars de fonds déjà approuvés, soit environ 34 dollars par habitant. Cette coupure budgétaire touche les programmes de surveillance épidémiologique, les cliniques communautaires et les équipes chargées de la préparation aux agences sanitaires, et ce, dans un contexte de recrudescence de maladies comme la rougeole. Dans le même mouvement,
Il met un terme à plusieurs axes de recherche financés par le NIH sur la prévention des futures pandémies. Ce repli est interprété comme un choix politique cohérent avec sa théorie anti-expertise, mais en tension, évidemment, avec la mission historique d'un ministère chargé de préparer le pays face aux crises de santé publique. Kennedy exerce également une pression directe sur les responsables clés de la régulation vaccinale et pharmaceutique, comme Peter Marks, qui dirigeait le centre, ou si vous préférez, le Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA. En exigeant sa démission après des désaccords politiques, Kennedy provoque la sortie d'une des figures centrales de la mise en œuvre, rappelez-vous, de Operation Warp Speed. C'est un des grands succès du premier mandat de Donald Trump et pourtant, on le met à la porte et ça suscite une onde de choc dans la communauté scientifique. Dans sa lettre de départ, Marks dénonce un système dans lequel on ne cherche plus la vérité ni la transparence, mais la confirmation servile de désinformation laissant entendre que l'appareil réglementaire est instrumentalisé pour valider une ligne idéologique prédéterminée. D'autres cadres au CDC affirment que des analyses confortant la sécurité et l'efficacité des vaccins ont été ignorées ou rejetées lorsqu'elles contredisaient l'agenda politique de Kennedy. Sous son impulsion, les conseillers vaccinaux nouvellement nommés examinent plusieurs modifications au calendrier vaccinal. Vous comprendrez que c'est des conseillers qui suivent la politique de Kennedy. Alors, le calendrier vaccinal pédiatrique, notamment en ce qui concerne l'hépatite B et certains adjuvants, sont remis en question. Des projets de recommandations envisagent de retarder certaines doses ou de multiplier les exemptions en invoquant des hypothèses non démontrées sur les liens entre les vaccins et allergies, troubles du développement ou maladies auto-immunes. En parallèle, Kennedy confie à des personnalités issues du mouvement anti-vaccin des études visant explicitement à remettre en cause la science établie sur le vaccin, notamment celui sur la rougeole et la rubéole, pourtant efficace à environ 97%, du moins selon les études fiables. Cette démarche est perçue par les sociétés savantes comme étant un détournement de la recherche publique au service de conclusions prédéterminées. Les effets de cette gouvernance se manifestent d'abord par une montée rapide de l'hésitation anti-vaccinale. Déjà confrontés à un rebond mondial de la rougeole supérieur à 20% en un an, les responsables de la santé publique craignent que la politique de Kennedy ne transforme les États-Unis en foyer de résurgence pour des pathogènes que l'on pensait relégués à la marge. L'affaiblissement simultané des capacités de réponse rapide, des réseaux de surveillance et de la recherche sur les nouvelles menaces crée une vulnérabilité structurelle face à une prochaine pandémie. Les décisions de Kennedy se déploient dans un environnement social où la confiance envers les institutions scientifiques et les médias est déjà fragmentée, ce qui amplifie leur impact. Plusieurs observateurs soulignent qu'en installant un militant anti-vaccin à la tête du HHS, la présidence de Trump normalise des positions qui jusque-là restaient marginales dans l'espace politique institutionnel. Cette normalisation rend plus difficile le travail des autorités locales et des professionnels de la santé. Les réactions des grandes organisations médicales et de santé publique sont particulièrement virulentes. L'American Public Health Association, par exemple, qualifie certaines politiques de Kennedy de danger pour la population. De nombreux éditoriaux dans les revues médicales, comme le BMJ ou le The Lancet, dénoncent un leadership susceptible de compromettre des gains historiques de la vaccination qui a permis de prévenir des millions de décès. Des scientifiques qui ne s'étaient jamais engagés publiquement contre un responsable politique se sentent contraints de prendre position, estimant que le modèle soutenant la science est mis en danger par Kennedy. L'action de Kennedy brouille le message adressé au public également. Là où les autorités sanitaires avaient construit un récit relativement cohérent sur le rôle des vaccins dans la prévention des maladies graves, le discours officiel devient contradictoire, parfois même au sein du gouvernement fédéral. Le résultat est une multiplication des zones d'incertitude perçues, terrain fertile pour la désinformation et les rumeurs. Les décisions d'un militant à la tête de l'appareil fédéral de santé combinant démantèlement institutionnel,
pression sur les experts, remaniement des comités scientifiques et affaiblissement de la vaccination font peser un risque réel de résurgence de maladies évitables et de crises sanitaires aggravées. Au-delà du cas américain, cette séquence offre un avertissement plus général. Lorsque des responsables politiques investissent les institutions de santé avec pour projet explicite de les désacraliser au nom de la lutte contre les élites, ils peuvent, ce faisant, entamer les fondements mêmes de la confiance collective qui rend possible toute politique de santé efficace. L'empreinte de Kennedy sur la gouvernance de la santé américaine se mesurera sans doute dans les années à venir aux courbes d'incidence de maladies que l'on croyait endiguées, mais aussi à la profondeur de la fracture entre les citoyens et les institutions scientifiques.